La manipulation est un sujet qui nous passionne tous et ce pour plusieurs raisons. Soit on veut apprendre comment manipuler autrui de manière plus ou moins éthique, soit on veut apprendre les techniques de ceux qui manipulent justement pour éviter de tomber dans leur piège. Et c'est parfaitement humain parce qu'on manipule tous un peu à un moment donné de notre vie. On pense directement à un truc hyper vicieux, à quelque chose qui détruit des vies, mais la manipulation, c'est souvent quelque chose de plus soft. Dès lors que c'est fait ponctuellement, dans le respect de celui qu'on manipule, et qu'on ne le force pas à agir contre ses intérêts, c'est même quelque chose qui peut être éthique. Prenons l'exemple d'un ado de 13 ans qui demanderait à ses parents d'aller faire une soirée pyjama chez ses copains le week-end. En sachant qu'ils ne sont pas trop rassurés à cette idée, il va mécaniquement devoir les manipuler. Deux choix s'offrent à lui. Soit il se met à claquer les portes au premier refus, à tirer la gueule et à taper des pieds pour que ses parents cèdent à contre-cœur, soit il négocie en leur expliquant qu'ils ne seront que 3 copains et qu'en plus des adultes seront présents, donc il n'y a pas de risque de débordement. Dans les deux cas, c'est de la manipulation, parce que les parents ne sont pas d'accord à la base, sauf que dans le second cas, il n'y a pas cette intention de nuire qu'on attribue normalement à la manipulation. Si je reviens sur cette thématique et que je vous fais toutes ces précisions, c'est parce qu'à en juger par les statistiques autour de mon résumé d'influence et manipulation, on dirait bien que c'est un sujet qui vous intéresse grandement. Pour vous, j'ai donc concocté l'épisode d'aujourd'hui, qui est un peu spécial parce que Victor Vincent, l'auteur des Clés de la manipulation, est à peine le second auteur francophone qu'on étudie sur cette chaîne. Donc, si tu veux apprendre comment mentir comme un chef, comment garder le contrôle sur une situation, ou encore comment obtenir tout ce que tu veux des autres, alors reste bien jusqu'au bout de ce résumé. Salut à tous et bienvenue sur eBook, la chaîne de podcast où on vous parle de dev perso et de manipulation apparemment. Clé numéro 1, comment mentir comme un chef. On sait tous que savoir mentir, c'est la base quand on veut manipuler quelqu'un. Mais pour autant, on a pas mal d'idées reçues sur le sujet. Par exemple, on a tendance à penser qu'un menteur aura le regard fuyant alors qu'en fait c'est plutôt le contraire. Il va maintenir le contact visuel à mesure qu'il racontera ses foutaises, justement parce qu'il a un truc à prouver et qu'il sait que c'est plus crédible comme ça. Alors souviens-toi que si tu veux mentir correctement, on évite les regards appuyés et surtout on ne cherche pas à convaincre. Présente tes dires comme des faits indiscutables et fais bref parce que si tu donnes trop de détails, non seulement tu risques de te griller, mais en plus ça va paraître suspect. Puisque tu es en train de décrire une situation que tu as vraiment vécue, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de préciser que ça se passait à 19h12 et qu'il faisait 19 degrés dehors ? Pour rester crédible, lâche un petit détail de temps en temps, mais limite-toi à ça. Quelqu'un qui dit la vérité n'a pas de discours trop structuré justement parce qu'il n'a pas eu à le préparer à l'avance. Pour ma part, je déteste mentir, ça ne fait pas du tout partie de ma politique. Si tu es comme moi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est mentir mais par omission, c'est-à-dire choisir soigneusement les mots que tu emploies pour sous-entendre des choses, rester vague dans tes réponses ou encore trouver des moyens subtils de contourner la question qu'on te pose. Clé numéro 2, comment te mettre en valeur. Comme le dit très justement l'auteur, rien ne sert d'être le plus fort si personne ne le sait. Même si tu n'es pas le meilleur dans ton domaine, il faut que tu trouves des moyens de te mettre en avant, de faire valoir tes qualités et surtout de le faire subtilement. On connaît tous au moins un gros vantard et on sait bien à quel point il est égocentré et insupportable. Il veut mettre en avant des réussites qui, c'est vrai, peuvent être impressionnantes, mais il ne le fait pas de la bonne façon ni au bon moment. Donc si tu es fier d'un de tes projets, mets plutôt en avant le projet en lui-même et pas le rôle que tu as eu dans la bonne conduite de ce dernier. Mieux encore, partage tes réussites, organise un petit barbecue avec tes potes à la maison pour les occasions particulières. Tu paraîtras humble et généreux de bien vouloir partager tes succès avec les autres. En faisant ça, tu les feras briller par association et en plus c'est un excellent moyen pour qu'ils s'en rappellent. En revanche, choisis toujours le bon moment pour parler de tes réussites. Plus tu leur en parles tard après les avoir réalisées, plus ça va paraître impressionnant parce que non seulement tu apparaîtras comme quelqu'un qui réussit, mais en plus tu ne t'en vantes pas. Clé numéro 3, sachez attaquer correctement. On ne peut pas manipuler les autres, les faire tourner en bourrique si on n'est pas de temps à autre un peu rentre-dedans. Mais comme l'indique le titre, il faut savoir le faire correctement, c'est-à-dire attaquer sans se faire voir ou encore adopter un style passif-agressif comme De Niro dans le film Mon beau-père et moi. Ce que propose l'auteur dans ce chapitre, c'est d'utiliser des accusations génériques pour lesquelles il est difficile de se défendre. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser les adjectifs qu'on va proposer ici, ton interlocuteur restera un peu bouche bée, mais au fond, il n'arrivera pas vraiment à se défendre. L'exemple typique, c'est quand on accuse quelqu'un d'être fou.
À part répondre non, il n'y a pas grand chose à faire, mais d'un autre côté, les gens qui sont internés dans des asiles sont eux-mêmes persuadés d'être sains d'esprit, donc ça ne prouve rien. Et il y a plusieurs autres accusations comme ça qui veulent à la fois tout et rien dire à un tel point que c'est difficile d'y répondre. C'est par exemple le cas lorsqu'on accuse quelqu'un d'être jaloux, d'être suffisant ou encore d'être égoïste. Sincèrement, comment vous voulez vous défendre face à un truc pareil sans vous énerver sur l'autre parce que vous savez qu'il a tort? Comment vous voulez paraître moins égoïste alors que ce genre d'accusation implique une réponse du style « Non, je ne suis pas égoïste parce que je donne à telle association et que j'ai fait une bonne action ». En fait, c'est même la pire réponse à formuler parce que tu vas servir la cause de l'adversaire en te défendant avec un égoïsme que tu n'as même pas à la base. La clé, c'est donc de piquer l'ego de la personne qu'on a en face de soi, mais rappelle-toi, il faut le faire correctement. Clé numéro 4, comment garder le contrôle sur une situation. Peu importe les situations auxquelles on est amené à faire face, personne, et je dis bien personne, n'admire ou ne respecte ceux qui perdent rapidement leur sang-froid et qui démarrent directement au quart de tour. Parce que ça donne l'image que tu te laisses facilement déstabiliser et que ce sont tes émotions qui décident à ta place. Au lieu de ça, il faut prendre de la hauteur quand on te provoque et répondre quelque chose du genre « Tu sais, je comprends que tu prennes tout ce temps à parler de moi quand j'ai le dos tourné, je veux dire, tu veux attirer un peu l'attention sur toi et d'une certaine façon, ça fonctionne. C'est juste que c'est pas très bon pour toi, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut de son temps, mais c'est juste que je me demande ce que tu jalouses exactement. » Ça, c'est un exemple de réponse pleine de sang-froid. Mais dans la plupart des cas, garde bien en tête que ça ne sert à rien de répondre tout court. Donc si un imbécile en Clio te klaxonne et t'insulte, ou si un mec bourré dans la rue veut entamer un duel de regards, laisse simplement couler parce que répondre, ça va te faire perdre du temps et de l'énergie. Or, ces deux ressources sont précieuses si tu veux garder le contrôle sur ta vie. Tâche donc de ne pas succomber au péché d'orgueil et de rester calme en toutes circonstances. Même la pire des provocations ne mérite pas que tu t'énerves parce que ça ferait mécaniquement gagner celui qui t'a provoqué. C'est exactement ce qu'il cherchait, alors par pitié ne lui donne pas ce plaisir. Utilise plutôt une contre-attaque inspirée de la clé précédente. Au lieu de lui décrocher un uppercut, demande à ton interlocuteur s'il n'est pas un peu hystérique. Suggère-lui de respirer un bon coup, dis-lui que ça va bien se passer. Clé numéro 5, comment obtenir tout ce que tu veux des autres. En voilà un titre bien putaclic et pourtant, tu vas voir qu'on va étudier dans ce chapitre des conseils tout simples qui fonctionnent dans la plupart des cas. La première étape pour obtenir ce que tu veux des autres, c'est tout simplement la gentillesse. Après tout, comment peut-on refuser une faveur à quelqu'un de gentil qui a formulé sa demande gentiment ? A contrario, comment est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui nous refuse son aide mais avec son plus beau sourire commercial ? En fait, il aurait bien voulu aider, mais tel jour il avait déjà un truc de prévu, ça tombait mal. Enfin, afin de formuler une requête quelle qu'elle soit, il faut aussi et surtout choisir le bon moment. Si tu veux demander une augmentation à ton boss, mais que tu le fais à une période de l'année où il y a beaucoup de boulot et qu'en plus il a des problèmes perso, il y a peu de chances que tu en tires quoi que ce soit. Par contre, si tu le fais directement après un déjeuner avec lui et des autres collègues, à une bonne période pour lui et pour la boîte, alors tes chances de succès sont bien plus élevées. C'est d'ailleurs l'exemple idéal puisqu'il y a des études qui ont démontré qu'on était bien plus clément, plus tolérant quand on avait le ventre plein. C'est un constat qui peut paraître anodin, mais en fait c'est sur des juges que l'étude a été menée. Et on s'est aperçu qu'ils donnaient des verdicts bien moins lourds lorsque les décisions étaient prises après le repas de midi, donc vers 13h par exemple, que quand ils étaient pris en fin de matinée. Enfin, pour obtenir ce que tu veux des autres, tu peux toujours utiliser les techniques de manipulation qu'on a vues dans le résumé d'influence et manipulation. Par exemple, en faisant jouer la similarité avec celui que tu as en face de toi, ou en le poussant à s'engager dans le sens que tu veux. Si on est plutôt dans le cadre d'une négociation, alors écoute ou réécoute le résumé de Ne coupez jamais la poire en deux. Voilà, c'était pour l'instant pub, j'espère que ce podcast t'aura plu et qu'il t'aura permis d'apprendre de nouvelles techniques de manipulation. Si c'est le cas, tu likes, tu partages, tu commentes, et en attendant, on se dit à bientôt pour un nouveau podcast, c'était ebook, ciao ciao.